Alors je crois que ça commence dès le début de ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire véritablement avoir une intégration qui soit la plus précise possible, avec une attention portée à ce nouvel environnement de travail. Que ce soit des jeunes diplômés des écoles d'infirmières ou des personnels plus matures, il est important de leur offrir des conditions d'accueil qui leur permettent de bien s'insérer dans l'organisation. Nous sommes un établissement, des établissements avec plus de 4000 personnes, donc c'est une grosse ruche. Et donc il est nécessaire de s'assurer encore une fois de cette bonne intégration et en ayant un suivi avec un tuteur qui leur permette de répondre au-delà du canal managérial. Donc ça c'est un des premiers points. Le second point, c'est permettre à ces personnels de travailler sur leur propre organisation du travail. C'est-à-dire, bien sûr, nous avons une organisation du travail qui est fixée par l'encadrement, mais nous sommes à l'écoute des innovations proposées par notre personnel. On considère que le progrès vient du terrain et que, quand bien même nous sommes une grosse structure, nous devons laisser des poches de respiration et laisser à notre personnel la possibilité de faire, à travers des initiatives individuelles ou collectives, de faire des propositions sur l'organisation du travail. Et c'est en ayant une organisation du travail adaptée à nos personnels que nous arriverons à les sédentariser. Donc les conditions de travail, c'est un véritable enjeu aussi pour l'industrie qui a besoin en fait de permettre aux talents qu'elle attire, soit ponctuellement, soit sur le long terme, de s'épanouir et de travailler comme il faut au sein des locaux, en fait, pendant leur temps de travail. Et donc il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Il y a le rythme, permettre en fait d'avoir une vie de famille à côté et de travailler en même temps dans la santé. Il y a les conditions de travail, c'est-à-dire créer des conditions en fait, d'écoute, de collaboration entre les équipes, de comprendre aussi que le secteur, c'est pas, comme je disais juste avant, en fait, c'est très hiérarchisé, mais on a besoin de tout le monde en fait, pour que l'établissement, que l'établissement puisse fonctionner, que les soins puissent avoir lieu. Donc c'est très important en fait, qu'on prête une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Comme je disais, que ce soit ponctuellement pour des personnes qui interviennent de manière courte, ou que ce soit sur le long terme, permettre d'ailleurs à ces deux types de populations de collaborer facilement ensemble et permettre à tous les métiers de travailler ensemble. La santé, en fait, rendre le service de la santé, c'est un travail en équipe et c'est important de l'aborder comme tel. Alors nos recommandations, et en tout cas ce que l'on cherche nous à promouvoir, accompagner, comme dynamique, puisque du ministère et d'un bureau à Paris, on ne décide pas de tout évidemment. D'abord, il faut qu'on partage une analyse sur l'évolution des besoins de santé, puisque cette évolution des besoins de santé, et en particulier l'évolution démographique en France, le vieillissement de la population, va avoir des implications sur la nature du travail des professionnels de santé, leurs conditions de travail et donc les nécessités de formation, d'équipement, d'organisation des services. Donc il faut qu'on arrive encore plus à se doter d'une analyse prospective sur les besoins presque immédiats d'aujourd'hui et de demain. Vous savez qu'on traverse une crise démographique importante sur la profession médicale et pendant encore 8 ans, on va avoir une situation qui va ne faire que s'aggraver sur les médecins disponibles pour soigner les Français. C'est les départs en retraite qui ne sont pas compensés par l'arrivée de nouveaux médecins tout simplement en exercice. Donc nous devons réinventer des organisations et des manières de travailler plus collectives peut-être, des exercices dits coordonnés, c'est-à-dire des professionnels qui travaillent entre eux au service du patient de façon un peu différente. Et puis nous devons aussi réussir à accompagner la montée en responsabilité, en compétences d'autres professionnels, par exemple les infirmiers de pratique avancée qui pourront apporter un complément dans les prises en charge pour pallier ces difficultés. On doit aussi faire en sorte qu'il y ait suffisamment de professionnels formés. Et donc on a également développé les capacités de formation dans les instituts de formation en soins infirmiers et pour les aides-soignants. Puisqu'il faut aussi que nous nous adaptions à la réalité sociétale, c'est que en France aujourd'hui, les travailleurs ne veulent pas faire le même métier toute leur vie. Et donc il est normal qu'au bout de 20 ans par exemple de carrière, en tant qu'infirmier, infirmière, on ait envie de faire autre chose. Donc il faut que notre appareil de formation prenne en compte le fait qu'il faut former peut-être plus de gens qui ne vont pas rester toute leur vie dans la carrière. Et puis il faut qu'on embarque
des personnes qui cherchent un nouveau métier, voilà, et qu'on les embarque peut-être en milieu de vie professionnelle. Et puis, il faut qu'on accélère aussi les possibilités d'évolution, puisque les professions de santé sont très segmentées entre elles aujourd'hui. C'est très difficile de passer d'un métier à l'autre, d'une profession à l'autre. Et nous souhaitons pouvoir accélérer ça pour ceux qui sont motivés et qui en ont les capacités et les moyens. Il y en a beaucoup. Par exemple, pouvoir, quand on est aide-soignant, aide-soignante, devenir infirmier, infirmier, non pas en 3 ans en refaisant tout le cursus d'études initiales comme si on n'avait jamais travaillé dans la santé, mais en 2 ans, c'est-à-dire en tenant compte des acquis de l'expérience, qui est aujourd'hui insuffisamment développée en France. Notre recommandation aussi, c'est de faire très attention à la façon dont on accueille et dont on forme les étudiants en santé. On sait que les étudiants en santé sont très exposés par rapport aux autres étudiants, qui est déjà en France une population qui rencontre des difficultés de précarité, etc. C'est une population très exposée aux risques qu'on pourrait appeler psychosociaux, les risques sur la santé mentale et physique. Parce que les études en santé sont assez difficiles, on se confronte à des situations difficiles, hein, la maladie, la mort, évidemment, les malades et leurs familles, etc. C'est quelque chose, quand on est très jeune, auquel on n'est pas forcément préparé. Et donc, il faut absolument que dans la façon dont les étudiants arrivent dans leur lieu de stage, ça puisse être fait de façon adaptée. Plus de tutorat et de mentorat, une plus grande proximité des maîtres de stage avec les étudiants en santé, des maîtres de stage mieux formés et reconnus dans leur rôle. Voilà. Enfin, ce que l'on souhaite nous promouvoir, notre préconisation, c'est des organisations qui redonnent une marge de manœuvre et un pouvoir d'agir aux soignants. On sent, en post-Covid, évidemment, où les soignants ont beaucoup donné, mais ont aussi été très contraints, puisque ça faisait partie des travailleurs de première ligne qui n'ont pas eu le choix, d'une certaine façon, de leur activité. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'on a pris des responsabilités, on a montré qu'on était capable de répondre, et puis finalement tout revient à la normale et je suis dans une chaîne hiérarchique où on ne m'écoute pas, où je n'ai pas d'espace de décision, où je ne peux pas proposer. Alors ça, on l'entend beaucoup sur les structures hospitalières. Donc nous, ce qu'on promeut, c'est des structures hospitalières qui replacent l'équipe au centre de la décision sur le projet médico-soignant et puis que les structures soient à l'écoute des besoins des soignants. Ça passe par des outils RH, ressources humaines, c'est-à-dire faciliter la conciliation vie pro-vie perso, en adaptant les organisations de travail et les plannings. Il y aura toujours la continuité des soins la nuit et le week-end, mais il y a des moyens de le rendre plus supportable pour les personnes dans la durée. Nous souhaitons aussi lancer et proposer, et nous allons le faire, un plan de reconnaissance salariale de ces suggestions, puisque ces travailleurs de première ligne qui assument ces contraintes doivent être reconnus financièrement par rapport à cela. Alors c'est un sujet qui est difficile. Je pense qu'il faut partir du constat le plus objectif possible qu'on a sur pourquoi les gens partent ou pourquoi les gens ne viennent pas. Nous, à l'assistance publique, on a réfléchi, on a fait remonter un certain nombre de contributions sur le deuxième semestre 2022. Première chose, il y a l'accompagnement. En fait, c'est quand j'ai envie de rester, c'est que j'ai été bien intégré, bien accompagné, première chose. Deuxième chose, c'est le sens. Oui, on en parle tout le temps, mais est-ce que j'ai le temps de faire mon métier, mon cœur de métier, par exemple pour les soignants, le cœur de métier, le soin, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il y a aussi l'équilibre vie pro, vie perso, c'est assez vaste comme question, mais ça rejoint la question du temps de travail. Et 4, c'est le niveau de décision. Est-ce que j'ai l'impression que j'y vois clair sur les circuits de validation, les circuits, les délais aussi, pour me donner une réponse sur de petits achats, du matériel, etc., etc. Sur ces 4 items, on a essayé de mettre en place des politiques avec plusieurs mesures à l'intérieur. Pour l'accompagnement, on va nommer 1600 tuteurs en 2023. C'est un effort très important, ça représente à peu près 2 tuteurs par service avec la mission et le temps d'accompagner les nouveaux arrivants, la première chose. Sur redonner du temps, on va nommer et on va créer 600 postes administratifs, logistiques et techniques pour décharger en fait, les soignants de certaines tâches qu'ils avaient en fait, par déport puisqu'il n'y avait plus personne pour les faire.
la deuxième chose. La troisième chose, c'est sur le temps de travail. Et là, je pense qu'il n'y a pas une structure qui a la réponse, mais on va expérimenter des schémas qu'on dit innovants, puisque aujourd'hui, concrètement, vous avez les 7h30 d'un côté et les 12h de l'autre. On se dit, on va expérimenter des schémas qui sont entre deux, qui sont notamment sur la semaine des 4 jours, en 8h45, en 9h. Et ça va nous permettre de voir s'il y a un effet sur le turnover, sur la fidélisation, etc. Ces expérimentations, elles vont débuter dans les jours à venir. Et la quatrième chose, c'est clarifier en fait le circuit de décision et à horizon 2 mois, on se fixe pour objectif de replacer en fait le service au centre du processus de décision, soit parce qu'on clarifie son positionnement, soit parce qu'on déporte certaines décisions et on dit c'est au niveau du service que ça va se passer et donc on rapproche du terrain un certain nombre de décisions qui sont importantes dans la vie quotidienne. D'abord, je dirais, et il le sait, puisqu'ils choisissent de plus en plus pas forcément en fonction du salaire, parce que ce soit le secteur public, privé lucratif ou privé associatif comme le nôtre, on a à peu près les mêmes salaires. Donc souvent, ils choisissent en fonction des valeurs que défend l'hôpital. Nous, on est très clairement sur des valeurs de partage, laïques, associatives, donc sans actionnaires. Et donc, ils savent que s'ils viennent travailler chez nous, c'est avant tout pour les patients, pour les usagers, les résidents, et pour eux-mêmes et pour développer leur outil de travail, on va dire, et non pas pour des actionnaires. Et puis, il y a tout ce qui concerne la trajectoire de vie, de carrière aussi, puisqu'on est un groupe très large, on est présent sur l'ensemble du territoire, que ce soit la France et l'outre-mer, et donc on peut permettre comme ça à des gens qui ont envie de bouger dans leur carrière, nord-sud, alors c'est plus souvent comme ça, ou sud-nord, ouest-ouest, ou parfois même vers l'outre-mer, de pouvoir trouver des carrières plus largement ouvertes sur le plan géographique. Et puis évidemment, c'est aussi le fait que quand on travaille dans un hôpital associatif, on a souvent des hôpitaux de taille humaine et donc souvent les gens ont des rapports extrêmement proches. Il n'y a pas une hiérarchie énorme comme ça peut exister dans les très très gros hôpitaux et donc il y a une véritable qualité de partage du travail.